C'est le plus gros poisson d'avril. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Les ministres ont-ils participé à des dîners clandestins? Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale. 220 € la soirée, caviar et champagne. Il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal. Je ne crois pas un instant que des membres du gouvernement aient pu participer à des dîners clandestins. Il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusée. C'est bientôt Noël, je veux tout. On essaie d'en faire une sorte de lutte des classes. Les collectionneurs de Napoléon, c'est une secte. Ça me sidère l'importance accordée à ça et je vous dis la méchanceté, la fureur. Il se surnomme lui-même l'empereur. Je préfère qu'on m'appelle Monsieur l'Empereur que Madame. Avouez qu'on se régale. Il y a 10 jours, si en plein débat délétère sur l'islamo-gauchisme ou les réunions non mixtes, on m'avait dit « un Polnareff complètement allumé va retourner l'agenda », Oh putain, il y a ça, c'est vachement bien. allez, on perd pas de temps, on sort le dossier de ces petites sauteries bourgeoises d'où les classes dominantes tirent une partie de leur pouvoir. Dans un passage d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Marcel Proust décrit la salle à manger du grand hôtel d'une station balnéaire. Illuminée en pleine nuit, elle devenait, écrit-il, comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancés dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Troisième confinement, les amendes pleuvent sur les citoyens qui font un petit écart, et on découvre sur les parois de verre de nos téléphones ou nos téléviseurs ces restos clandestins où des nantis s'offrent des dîners hors de prix au mépris des règles sanitaires communes. Et le tenancier de ce restaurant clandestin dit même que ça lui arrive de dîner avec certains ministres. Les internautes ont rapidement identifié l'inénarrable Pierre-Jean Chalençon, Bonjour. collectionneur fantasque fan de Napoléon, qui s'est fait un nom dans le monde des ventes aux enchères, 410 000. star de l'émission Affaires conclues Il m'emmerde celui-là. et propriétaire du Palais Vivienne. En voulant banaliser des événements qu'il a lui-même organisés ou ceux de son acolyte Christophe Leroy, le dernier exploit de notre Pierre-Jean national, c'est d'avoir provoqué une bérésina médiatique du gouvernement. Une enquête a été déclenchée suite au reportage de M6, mais à ma connaissance, il n'y a pas de ministre. Imaginez le scandale politique si ces gens qui conçoivent et légitiment les contraintes sanitaires, et qui ne manquent pas une occasion de pointer les relâchements, étaient pris la main dans le pot de confiture. Pardon, de figues rôties au Porto. Ramener la démocratie à cette boue. En fait, cette affaire est une fusée à 3 étages. La propulsion, c'est la question de la présence des ministres. L'étage intermédiaire, c'est la question du respect des consignes sanitaires. Mais le dernier étage, le plus important, celui qui demeure une fois les autres largués, c'est la question de ce que font les classes dominantes dans ces dîners. Et elles font ce qu'elles font d'habitude. Elles se rencontrent, tissent des liens, entretiennent leur réseau. Premier étage, d'abord, on voit que la théorie de la présence de ministres semble s'affaiblir. C'est vrai qu'elle ne tient que par les dires d'un extravagant. Écoutez, je fais beaucoup d'imitations, j'ai peut-être un peu trop imité Jacques Chirac. Bernadette, putain. Ou alors Giscard d'Estaing. Mais... Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais le problème, c'est surtout qu'on est tellement habitué au scandale qu'on trouve tout à fait plausible que les gens qui nous gouvernent se croient à ce point au-dessus des lois. Maintenant, le deuxième étage de notre fusée, ministre ou pas ministre, il y a bien eu des ripailles entre bourges. Est-ce qu'on a affaire à des restaurants clandestins, donc à des violations des règles sanitaires? C'est ce que l'enquête doit dire. Pour ça, il faut déterminer si ces repas avaient lieu dans le cadre de soirées privées ou d'événements commerciaux, et au domicile d'un particulier ou dans un établissement recevant du public. Les menus payants, la présence de serveurs et d'un chef professionnel pourraient accréditer la thèse du resto clandestin. Non. Il y a aussi la question morale du deux poids deux mesures, quand on voit la jeunesse populaire verbalisée au moindre écart, ou les queues d'étudiants devant l'aide alimentaire, pendant que ces happy few se payent des repas à 400 € et trinquent au champagne. Pour donner une comparaison, 400 €, c'est l'amende prise par ces Montpelliérains pour quelques verres de rosé sur la plage. Mais évidemment, rappelez-leur que la loi est la même pour tous, et ça se met à hurler à la dictature. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Le monsieur est fan d'un empereur qui a fait un coup d'état, hein. Du ressentiment, de la jalousie et parfois même de la haine. Ok, donc dans leur esprit, démocratie, ça veut dire préservation de leurs privilèges. 38 personnes plus le personnel,
Vous comprenez Oui, mais qu'il y a une erreur. Vous avez raison, mais est-ce que beaucoup de gens ont des appartements de 565 mètres carrés? Vous avez vu comme c'est joli? Voilà. Et là, on passe au 3e étage de la fusée du scandale, c'est le rôle des réseaux sociaux. Presque. Le 3e étage, ce sont les réseaux tout court. Cette affaire exceptionnelle met un coup de projecteur sur quelque chose de parfaitement ordinaire, les connivences entre les univers médiatiques et politiques. Les gens de la société civile, avec les politiques, avec des écrivains, avec des journalistes, avec des amoureux de l'art, des gens de tous bords, de toute obédience. Mediapart nous apprenait par exemple que Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, a déjeuné fin mars avec l'éditorialiste Alain Duhamel chez le chef Leroy. Visualisez l'ambiance, coincé entre Hortefeux, Duhamel, sous un portrait de Johnny, avec vos 3 gnocchis, cramés, payés 400 balles. 1480 € pour un dîner en amoureux. Du coup, on comprend la solidarité entre collègues. Tout de suite, ça a créé de l'émoi sur les réseaux sociaux. Il reste la délation et il reste l'esprit de vengeance avec ces hashtags donner les noms. Il faut se rappeler ce que cette corporation dit lorsque ce sont d'autres secteurs de la société ou les classes populaires qui enfreignent les règles sanitaires. D'où vient ce sentiment d'impunité ? Des liens des fêtards avec l'extrême gauche, parce que le milieu des rêves partis est extrêmement lié à l'extrême gauche, et qui savent utiliser la crainte et la culpabilité de la police eu égard au risque de violence policière. Cette connivence journaliste politique, on commence à connaître. Mais si on tire ce fil, comme avec une pelote, petit à petit, c'est tout un monde qui se dévoile. Aucune copie, tout est original, et le plus original, c'est Pierre-Jean. Ça me rappelle Les Ghettos du Gotha, le bouquin des sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, spécialistes de la grande bourgeoisie. Les associations, les cercles, les conseils, les comités dessinent une toile d'araignée à la trame complexe. Chaque personne apporte dans l'institution son carnet d'adresses, en partie redondant avec celui des autres membres, mais en partie seulement. Pour la haute société, les clubs, dîners mondains, déjeuners d'affaires, galas de charité, les ventes aux enchères, les cocktails, ne sont pas seulement une façon de se divertir. Il s'agit surtout d'entretenir des ressources qui peuvent jouer un rôle stratégique dans une trajectoire personnelle ou pour atteindre un secteur éloigné du sien. La grande bourgeoisie, parce qu'elle est organisée en réseaux qui eux-mêmes se structurent en réseaux de réseaux, met en contact réel et potentiel l'ensemble des individus qui appartiennent objectivement à la classe. C'est la lutte des classes qui revient. En 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. Non, elle a toujours été là, la lutte des classes. Et ce que montrent les Pinson-Charlot, c'est que c'est la grande bourgeoisie qui est la plus mobilisée dans cette lutte, quitte, pour défendre ses intérêts, à s'affranchir des clivages politiques apparents. Non mais merde, je suis apolitique, je fréquente tout le monde, les gens de droite, les gens de gauche, les gens du milieu. Tout le monde. Du côté Diodo, Le Pen, Philippot, ça va. Par contre, du côté gauche, faut pas trop pousser quand même. On coule sous les contrôles fiscaux, les machins. Je vous en dis pas plus. C'est une honte. La France est un pays de communistes. Enfin, c'est horrible. Je peux comprendre les gens qui s'en vont, quoi. Ces réseaux et cet entremêlement de liens doivent être discrets pour conserver toute leur efficacité. Faire jouer ces relations pour la nomination à un poste, pour l'entrée dans un cercle, pour tout avantage, risque toujours, si cela est trop public, de dévaloriser la réussite. Qu'il s'agisse des cercles ou des liens de famille, du champ de la politique, de la finance, du rapport aux médias, les contacts et les conciliabules, les amitiés et les solidarités doivent se faire oublier. Se faire oublier, Pierre-Jean, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ici, bien sûr, on a affaire aux franges les plus matu-vues, les plus bling-bling de cette bourgeoisie. Vedettes du showbiz, jet-setter, people, aristocratie fêtarde. La télé nous abreuve de documentaires sur ce monde. Par contre, on voit beaucoup plus rarement la haute société, grande bourgeoisie ou noblesse, celle étudiée par les Pinson-Charlot, qui est aux commandes des administrations d'État ou des grandes entreprises, et pour qui la vulgarité et l'ostentation sont des vices rejetés. À quel moment la passion, la collection s'arrête et la carte de visite commence? Parce que c'est devenu un business. Napoléon sert de carte de visite pour faire venir du monde, non? C'est bien résumé. Pour la grande bourgeoisie, Chalencon est un parvenu. Pour autant, ces deux univers ont une intersection. Parce que même si la vulgarité de ces clowns les empêche d'être estimés par les grands bourgeois, Chalencon et ses amis offrent des services à la haute société. Caution culturelle, mise à disposition de son palais, mise en valeur du patrimoine, entremetteurs et même divertissement.
au sens du bouffon qui anime une soirée. J'étais géo au Club Med, c'est comme c'est là où ça m'a pris. Ces personnages n'ont pas de grands pouvoirs, mais en organisant des rencontres, ils remplissent une fonction précieuse, car la haute société est un réseau de réseaux. Cultiver un réseau de gens puissants et contrôler les nœuds de ce réseau, c'est de là que la classe dominante tire une partie de son pouvoir et peut influencer la décision publique. Ces dîners mondains sont donc une pratique vitale pour la défense de ses intérêts. C'est pas seulement un effet obscène de son pouvoir, c'est surtout une cause, une source de ce pouvoir. Voilà en tout cas ce qu'on a pu apercevoir de ce luxueux aquarium où nagent poissons et mollusques, comme dit Proust. Malgré les efforts des chiens de garde, on s'est rapproché de la vitre. Et vous voulez connaître la suite du texte de Proust ? Une grande question sociale, de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. Hashtag mangeons les riches. C'est Proust qui le dit. Et si ça continue comme ça, je vais dire à tout le monde, fuck you, fuck you. Bon appétit, on se retrouve dans 2 semaines.